Eh bien, bonjour à tous ceux qui arrivent. On va commencer parce que comme ça va peut-être durer un bon moment, qu'on vous laisse pour la pause déjeuner. Donc aujourd'hui, c'est un petit webinaire sur le SEO et donc à mes côtés pour aujourd'hui, donc vous parlez de comment maîtriser votre budget SEO. Il y a Laurent, donc l'expert de l'agence. Bonjour. Laurent, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu veux un petit peu te présenter du coup pour un peu expliquer ton expérience? Ben voilà, moi j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans le SEO. J'ai fait surtout du travail en agence, mais aussi en tant qu'indépendant. Voilà, je suis passionné comme la plupart des gens qui font du SEO, donc je fais une veille très assidue, quasi journalière. Je fais partie de la communauté, on va dire, voilà. Ok, merci. Bon, vous verrez en tout cas, je confirme, Laurent est très passionné, vous le verrez pendant ce webinaire, il va vous apprendre plein de choses et il va vous aider en tout cas On dans va la... essayer, dis-moi. Pardon, tu disais? Je dis, on va essayer. Ben oui, bien sûr. Alors du coup, voilà, on a voulu faire ce webinaire, c'est vrai, parce qu'en discutant avec nos clients, on s'est rendu compte que il y avait quand même deux sujets qui revenaient assez régulièrement à Laurent. Il y a le dérapage du budget et surtout comprendre le devis reçu par les agences. Oui, voilà. Il y a souvent un dérapage de budget parce qu'en fait, on ne comprend pas très bien en fait quels sont les acteurs du SEO et puis quel est le process. Et puis pour les mêmes raisons, en fait, on comprend pas toujours aussi le vie des agences. Donc la plupart du gens disent, voilà, c'est ce que j'ai entendu en tout cas au cours de Oui. mes expériences. Voilà. Ouais, donc c'est un peu comme en fait à l'époque quand on faisait un comparatif d'assurance pour l'automobile il y a quelques années, on avait des choses très différentes et jargonneuses. On n'y comprenait presque rien, la comparaison n'était finalement pas pratique et on prenait en fait un peu bah, euh, l'assurance auto au pif et on nous parle souvent effectivement de budget qui dérape. Donc c'est vrai qu'avec tous ces retours, on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose et qu'on vous éclaire sur le sujet, donc d'où le sujet Voilà, oui. Ben, c'est important de ce de webinaire. comprendre un peu le process pour justement faire un budget, ou c'est important aussi de comprendre les devis des agences pour s'assurer qu'il va y avoir des résultats, ou au moins quels seront les résultats pour le budget que j'aurai engagé. Euh, voilà, et pas être déçu à la fin. Parce qu'on avait des attentes soit plus importantes par rapport au budget, soit parce que l'agence, eh bien, en fait, elle a fait un peu n'importe quoi, ce qui peut arriver parfois. Oui, c'est quand même assez important de comprendre. Et c'est vrai que le SEO, c'est quelque chose qui souffre de transparence. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, donc ce qui vous manque finalement, ça va être un certain nombre de clés qui vont vous permettre de réellement maîtriser la création et le suivi d'un budget pour une campagne donc de référencement naturel, donc tout ce qui va être les postes budgétaires, la timeline du projet, l'audit SEO et du coup le budget. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on va vous expliquer, en tout cas on va tenter de vous expliquer pour que vous ayez la réelle maîtrise de la création et du suivi de votre budget pour une stratégie de référencement naturel. Voilà. Pour que, en fait, vous puissiez faire un budget qui va marcher, en fait, qui va booster efficacement votre visibilité dans les résultats de Google. Et du coup, cela va être, c'est vrai que ça va vous être plutôt utile pour comprendre le devis des agences et du coup, anticiper finalement les dépenses cachées du référencement naturel. Alors, mais d'abord, on va faire un petit tour d'horizon. Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, quels sont les 3 points qui peuvent faire déraper finalement un budget SEO? En fait, il y a 3 points qui peuvent vraiment faire déraper un budget SEO. D'abord, c'est la technique. Alors, il faut imaginer qu'une agence web, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, qui est rarement une agence SEO, peut très bien vous avoir fait un site en fait qui est pas du tout compatible avec le SEO et avec Google. Donc, il va y avoir des freins et même des blocages. Donc, tout ce que vous tenterez ensuite dans les 3 piliers du SEO, le contenu, la popularité de ça n'aura aucune efficacité. Ça, c'est le premier point. Donc, la technique, voilà. Ça peut aussi être tout simplement l'état d'esprit en fait. L'état d'esprit du SEO, c'est de construire en fait sa visibilité et son potentiel de visibilité pas à pas. Mais par contre, si on fait des refontes et qu'on en fait on chamboule tout chaque année, on va pas avancer. Ça peut vous exploser un budget SEO parce que du coup, chaque année, vous devez remettre sur la table beaucoup d'argent pour recommencer tout dès le départ avec une efficacité relativement faible. Voilà. Et puis ensuite, il y a les agences qui peuvent faire aussi, le troisième point, donc leur manière de fonctionner peut faire exploser un budget parce que tout simplement, elles vont marger sur les textes, par exemple. Donc du coup, ça va faire un peu, ça va pas forcément faire exploser le budget de texte, mais ce que ça va faire, c'est qu'elles vont privilégier parfois la quantité à la qualité.
Et du coup, vous allez dépenser peut-être pas mal d'argent dans des textes avec relativement peu d'efficacité. Et c'est un peu la même chose pour les backlinks. Elles vont avoir tendance à vous vendre de la quantité sur de la qualité, et parce qu'elles vont marger dessus. Et c'est pareil, là, du coup, on va avoir une efficacité moindre, alors en fait, il aurait fallu de la qualité, quoi. D'accord, ok. C'est très clair. Et donc voilà, avec ces 3 raisons les plus courantes qui font que voilà, votre budget SEO vous échappe, on va donc vous aider à maîtriser au mieux, en tout cas, votre budget SEO au regard donc de ces différents aspects. Mais alors, pour vous en dire un peu plus, on vient de voir donc les 3 points qui peuvent faire déraper un budget, mais voilà, ça nous semblait quand même indispensable de vous rappeler les quelques bases du SEO pour mieux, en tout cas, appréhender et maîtriser votre budget. Alors, quels vont être les différents postes pour organiser son budget, Laurent ? Alors, tout le monde connaît, je pense, les 3 piliers du SEO. Donc, du coup, les postes vont correspondre aussi un petit peu à ces piliers. Donc, la technique, le contenu, la popularité. On peut dire en fait que toute stratégie est établie à partir de ces 3 éléments. Donc, on va avoir un poste technique, un poste contenu, enfin plusieurs postes même pour le contenu, et peut-être un poste popularité aussi si on a du potentiel. D'accord, donc ça, on les retrouve à chaque fois, ces 3 éléments dans les devis. Exactement. On va retrouver ces 3 éléments dans les devis pour en fait faire une stratégie qui marche. Après, si on n'a jamais fait de SEO, on verra que ça peut être autrement. Oui, d'accord. Et alors ensuite, quels vont être aussi les différents acteurs qui peuvent intervenir dans une stratégie SEO ? Les différents acteurs, d'abord vous avez l'expert qui normalement pilote la stratégie. On peut l'appeler aussi le chef de projet, c'est-à-dire quelqu'un qui va être au centre en fait des autres acteurs. Et les autres acteurs, pour la technique, ça va être le développeur. Ouais. Pour le contenu, ça va être le rédacteur. Et pour la popularité, ça va être soit directement les sites internet, soit une plateforme de backlinks ou plusieurs plateformes de backlinks. Et évidemment, on a aussi le responsable marketing chez le client qui est du coup un aussi de tes interlocuteurs. Voilà, alors l'expert SEO, le chef de projet SEO, réfère toujours en fait au responsable marketing digital ou au fin du mois à son client, voilà, Ouais. parce que du coup il faut le SEO c'est quand même une fonction marketing et il faut, moi c'est comme ça que je l'entends en tout cas, il faut coller aux attentes du client, il faut coller aux besoins du marketing en fait, voilà. D'accord. Et alors voilà, on dit souvent que finalement que le temps du SEO c'est plutôt du long terme. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Alors oui, c'est pas forcément, c'est plutôt vrai en fait. C'est souvent du long terme. C'est aussi, alors ça veut dire, moi j'entends plusieurs choses quand tu dis que c'est souvent du long terme. Ça veut dire que d'abord il faut construire pas à pas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et puis parfois aussi que c'est aussi peut-être un petit manque d'efficacité. Et c'est un peu comme une fatalité qu'en fait il faut passer plein de temps pour le SEO avant d'avoir un résultat. En réalité, c'est pas toujours vrai. Ça dépend comment on s'y prend. Ce qu'il faut comprendre, et ce que vous montre la slide là, c'est qu'il y a une sorte de pyramide des besoins du SEO, et que si par exemple on n'a pas bien fait un de ces besoins, ça va justement obérer, ça va empêcher les autres d'être fonctionnels. Donc du coup, vous allez mettre d'autant plus de temps à arriver à votre but. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi ça prend autant de temps éventuellement. D'accord, donc en fait là, si maintenant je prends ta pyramide, si mon socle technique qui peut être considéré comme les fondations n'est pas optimisé, mes contenus intéressants, ils vont pas avoir la visibilité qu'ils méritent. Voilà, c'est-à-dire que si ton socle technique n'est pas optimisé, éventuellement, par exemple, tu as carrément un blocage, donc il se peut que Google ne les voit pas du tout, ça serait un cas extrême, mais il se peut simplement qu'il ne soit pas au bon endroit, que le maillage interne ne soit pas bien fait, et qu'en fait, le Google, qui est en fait un programme, hein, c'est pas un humain, va pas trouver, et même un humain, même si ton site était très mal fait, peut-être que tes pages importantes, mais un humain ne trouverait pas en fait tes pages. Eh bien, d'une certaine manière, l'ordinateur, le programme Google imite même un peu gauchement en fait ce que font les humains. Imagine que tu mets pas forcément ta page importante ou tes pages importantes bien placées dans ton architecture, et Google va pas les trouver, du moins va pas sentir que ce sont tes pages importantes. Du coup, ça marchera beaucoup moins bien. D'accord. Et pareil pour les backlinks. Si tu, par exemple, tu as fait ta technique comme il faut, tu as fait des super contenus que Google voit. Non, justement, c'est ce qu'on a dit. Tu n'as pas fait des super contenus. Ouais. C'est justement ça. Tu n'as pas fait des super contenus, mais derrière, tu veux les rendre populaires. Là, ça ne marchera pas parce que Google ne verra pas. C'est une ficelle qui marchait il y a 10 ans ou 15 ans, mais là, c'est foutu. Voilà. D'accord, ouais. Donc, en fait, là, tu es en train de me dire que le SEO, c'est finalement comme un Lego. C'est un jeu de construction. C'est ça, exactement. Ok. Et alors, est-ce que, il faut que les sites soient accessibles aux robots. Comment ça se passe en fait cette pyramide ? En fait, tu veux savoir ce qu'on met dans un audit technique, c'est ça ?
Ça va être, on va en parler plus tard, j'imagine, mais ouais, juste pour un peu mieux comprendre, avec, la popularité. Donc la popularité, c'est les Ah oui. backlinks, c'est ça? Alors, en fait, si ce qu'il faut, en fait, c'est que les sites soient accessibles aux robots dans les meilleures conditions. C'est ce qu'on a dit tout Ouais, à l'heure. Ça, c'est ce qu'on met dans le pilier vert, le pilier technique. d'accord, ouais. Il faut que les visiteurs, en fait, puissent juger les contenus les plus. Il faut que vos pages importantes aient des contenus très intéressants dans l'attente de vos visiteurs et que OK. Google le sente aussi. Alors, quand on parle de contenu, c'est pas nécessairement des contenus. On verra tout à l'heure qu'il y a différents types de contenus qui correspondent à différents types de besoins pour les visiteurs. Ça peut être un besoin d'information, donc là, on va plutôt s'orienter vers du texte et des articles. Ouais. Ça peut être un besoin d'achat, et là, il faut que ça corresponde aussi à leurs besoins, en fait. C'est ça. Et après, il faut être le plus populaire parce que si on a une super technique, enfin qui bloque pas du tout, et si on a des super contenus qu'on a fait, on n'est probablement pas le seul en fait à avoir fait tout le travail comme il faut. Et d'une certaine manière, il faut être le plus populaire. C'est en fait la manière dont Google va vous mettre en premier parce que le premier, il n'y en a qu'un, tout simplement. D'accord, ouais, donc c'est vraiment la popularité, ce sont les backlinks finalement, j'imagine? Alors oui, la popularité, ce sont les backlinks et Google le voit comme des votes. Donc en fait, il faut avoir le plus de votes et on peut même continuer l'analogie, c'est-à-dire qu'il faut avoir le plus de votes de qualité. Ouais, Un vote de d'accord. qualité, on le verra peut-être tout à l'heure ou on le verra éventuellement, c'est en fait que la personne qui fait un vote est jugée crédible et aussi que la personne qui fait un vote, c'est-à-dire le site internet qui fait un lien vers vous, est dans la même thématique que vous, c'est-à-dire il parle de la même chose. Il est non seulement crédible d'un point de vue tout simplement, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, et c'est Ouais, quelqu'un en plus qui connaît le sujet. Voilà. OK. Et alors est-ce que donc avec ces trois piliers, est-ce que tu peux nous détailler le temps qui va être nécessaire en fait pour résoudre, le problème, enfin les éventuels problèmes? Oui. Alors, d'une certaine manière, la technique c'est quelque chose qui peut être très rapide. En plus, un SEO se doit de ne pas faire dépenser à son client du temps de développement pour rien. Donc, en fait, il se doit d'avoir en fait des recommandations mesurées. Il doit D'accord. aussi être assez technique pour comprendre ce qui va être cher et finalement comprendre d'une certaine manière, on pourrait presque dire le ROI, quoi, le retour sur l'investissement technique qui va être fait. OK. Voilà, donc c'est ça qui fait l'expérience. C'est de là d'où vient l'expérience, éventuellement. D'une certaine manière, donc le deuxième pilier, le pilier bleu sur les contenus, ça c'est en fait à vous d'avancer à la vitesse où vous voulez. Si vous voulez mettre tout d'un coup 500 contenus super bien faits d'un seul coup sur le web, et ben Google trouvera ça super bien. Vous pouvez même en mettre 1000 ou 20 000, aucun problème. Donc vous allez en fait à la vitesse où vous voulez. Oui, donc c'est pas forcément la partie la plus longue en fait, tout va dépendre du temps du client. Ça peut être très long, ça dépend de l'investissement du client. En D'accord, fait. ouais. Est-ce que l'investissement, mais même en moyen, est-ce qu'il va mettre 10 rédacteurs à bosser en même Mmh. temps ou simplement un rédacteur à bosser en même temps? Donc là, si on veut des contenus de qualité, naturellement, il va y avoir du temps de rédacteur. Et puis après, il y a une histoire de budget parce qu'un rédacteur, c'est pas gratuit. Ouais. Voilà. Et puis il y a le troisième temps, le temps en fait des backlinks, de la popularité, d'être le plus populaire. Et là, en fait, c'est un peu Google qui maîtrise ce temps-là. Donc là, c'est le temps de Google. On ne peut pas aller plus vite que lui. Si on Ouais. va plus vite que lui, il va sentir la ficelle et ça va pas marcher. D'accord. Et alors est-ce que tu aurais du coup des exemples, à nous donner? Oui, tout à fait. Par exemple, on pourrait dire que si on n'a jamais fait de SEO, on pourrait, et qu'on se dit sur quelque chose de raisonnablement, on va dire, compétitif, on va avoir de la visibilité en 7 à 8 mois, mais ça pourrait aussi être beaucoup plus rapide si par exemple, moi demain, je peux faire numéro 1, une page sur quelque chose de pas du tout compétitif, mais en général, ça va pas intéresser les businessmen. Ouais. Il y a quand même une relative compétitivité. Aujourd'hui, presque tout le monde est sur le web. Il y a peut-être des secteurs d'activité qui n'y sont pas du tout, mais j'en vois pas beaucoup qui n'y seraient pas du tout. Je pense que tout le monde s'y est plus ou moins mis. Donc, c'est ce plus ou moins qui rend la chose compétitive et qui va vraiment décider du temps que ça va mettre. Voilà. OK. Et donc, enfin, est-ce que c'est quand même important s'il y a un historique, même si l'historique est pas mauvais, c'est un peu Justement, compliqué de si dire il est mauvais, bon, c'est mais important. Si l'historique est mauvais, on va essayer de s'en passer. oui, L'historique est bon et s'il y a du potentiel, eh ben, c'est autant de temps de gagner, en fait. C'est ça que veut dire l'historique. Finalement, c'est le temps de Google. Est-ce que dans d'accord. l'historique, vous avez déjà du potentiel et Google vous a déjà donné du crédit? Et à ce moment-là, on part pas de zéro, on va continuer de l'augmenter. Ou est-ce que Google, vous êtes tout nouveau
Google ne vous connaît pas du tout, ou Google n'a pas pu vous visiter parce que techniquement, c'était la catastrophe. Ouais. Donc là, il faut tout construire. Voilà. Ok, donc au début, il faut quand même vraiment s'assurer que la technique n'est pas un frein. Mais alors, est-ce qu'un audit technique est-il toujours nécessaire dans une stratégie? Donc, c'est ce qu'on va voir en fait dans la partie consacrée à ce premier des 3 piliers, et vous allez savoir finalement ce qu'on trouve dans un audit technique, et surtout, on va réussir à lire le devis des agences sur ce pilier. Alors, je vais te reposer la question, Laurent. Est-ce qu'un audit technique est toujours nécessaire dans une stratégie de référencement naturel finalement? Ben oui, en fait, au début d'un projet, si vous commencez avec un nouvel expert SEO, ou si vous n'en avez jamais fait surtout, un audit technique est toujours nécessaire. Tout simplement, en fait, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la pyramide des besoins, le SEO doit s'assurer en fait qu'il n'y a pas de blocage. En plus, s'il fait bien son travail, il va se rendre compte de voir où il y a de la visibilité, où il y a du potentiel, et c'est là qu'il va orienter en fait son audit technique pour voir si justement ce manque de potentiel ou ce manque de visibilité n'est pas dû justement à un problème technique d'abord avant de s'attaquer au reste. D'accord. Et alors pour le budget, ça va signifier qu'il y aura peut-être des dépenses supplémentaires ou pas spécialement? Eh bien, éventuellement, oui, il peut y avoir des dépenses supplémentaires. Donc, c'est ça qu'il faut prévoir dans son budget. Donc, c'est pas toujours facile à prévoir. Naturellement, on a dit aussi qu'un SEO, normalement, devait mesurer ses dépenses. Enfin, mesurer les dépenses de son client, justement. Ouais. Pardon. Donc, normalement, ça doit aller vite, hein, et ça doit pas être trop demandeur. Souvent, des petits ajustements, c'est pas toujours les plus gros trucs, hein, qui ont le plus gros effet SEO. Ça peut être une toute petite chose qui peut avoir beaucoup d'effets SEO. J'ai un exemple, par exemple tout bête. J'avais un site qui était pas adapté, qui était adapté au mobile. Il y avait un site mobile d'un côté, comme ça se faisait avant, tout au début, et un site desktop. Donc séparés, donc 2 sites, et il y avait simplement une balise qui manquait pour montrer à Google en fait qu'il y avait une relation entre les deux. Cette toute petite chose, ça demande 1 heure de travail à un développeur, ou même pas 1 heure en réalité, et ça vous coûte 30 ou 40% de trafic supplémentaire. D'accord, mais alors du coup, le budget est à prévoir si on n'a pas de développeur en interne, j'imagine. Voilà, si on a un développeur en interne, faut l'utiliser. Ouais. Et ce budget, en fait, il va être en plus si on n'a pas de développeur en interne, effectivement. Donc là, c'est à l'expert SEO de définir combien de temps à peu près il va passer dessus pour estimer au mieux le budget que le client va dépenser en supplément. L'expert SEO n'est pas toujours développeur lui-même. Oui. En tout cas, c'est pas lui qui va faire le travail, donc c'est pas lui qui va s'engager sur le budget que le développeur va dépenser et sur le temps que ça va penser. Ce qu'il doit faire, c'est des recommandations qui sont mesurées. Donc, il doit comprendre les recommandations qu'il fait, et derrière, si éventuellement le développeur dit qu'il va mettre 1 semaine pour changer une petite balise, là, il doit dire à son client, je crois qu'il est en train de faire quelque chose de pas très correct. Okay. Mais en fait, il doit déjà anticiper la chose. C'est surtout ça. C'est dans l'anticipation que l'expert SEO a son expertise. Ceci dit, si vous n'avez pas d'expert, si vous n'avez pas de développeur chez vous, ou même si vous avez un développeur chez vous, mais que vous n'avez pas du tout d'expérience technique, c'est quand même bien de prendre finalement l'expert SEO va servir d'une certaine manière à faire la courroie de transmission, c'est-à-dire à faire que tout le monde se parle et se comprenne, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc il faut utiliser ses compétences techniques aussi. Ok. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux, donc une fois qu'on a vu le développeur, est-ce que tu peux nous détailler du coup ce qu'on va trouver dans un audit technique SEO? Voilà. Pour un peu mieux comprendre pour un peu mieux comprendre ce qu'on reçoit des agences. Alors, ce qu'on va trouver dans un audit SEO, alors, tout simplement, en fait, faut qu'on se pose des questions. En fait, on va d'abord analyser le crawl. On va ensuite analyser aussi les différents types de pages. Et le genre de questions qu'on peut se poser, c'est de savoir si tous les contenus sont bien accessibles. Si on s'est donné le mal de faire des super contenus et que Google ne les voit pas, par exemple, ça sert à rien. Ouais, est-ce que les contenus importants sont mis en avant? Si on s'est donné le mal, alors le fait que ça soit accessible ou pas accessible, en général, Google on dit bouffe, nous, carrément, dans notre jargon d'expert, le plus de choses possibles. Aujourd'hui, il y a très peu de choses. Par exemple, le JavaScript, il y a quelques années, il ne le mangeait pas du tout. Maintenant, il le mange assez facilement. Voilà. Donc, c'est plus tellement la première question, mais ça peut arriver quand même encore. Quand on voyait des sites tout en flash il y a quelques années, ça, par exemple, il ne le verrait toujours pas. Il y a des choses aussi qu'il peut ignorer. Si on met des choses dans des accordéons, par exemple,
par grand principe, en fait, tout ce qu'on va cacher, même ce que Google peut voir dans le code, mais que Google voit que c'est caché aux visiteurs, parce que Google, en fait, aujourd'hui, juge les sites Internet avec des yeux de visiteurs. Google exécute et en fait rend le site comme un browser, comme Google, comme Chrome par exemple. Voilà. Et en fait, s'il se rend compte que ce contenu, le visiteur va pas le voir, il va pas en tenir compte, tout simplement. Donc c'est parfois forcément technique, et c'est simplement que c'est pas bon. Par exemple, du blanc sur blanc, ça marche pas. Mais ça, bon, c'est des vieux trucs. Hein. Voilà. Alors, pour aller un petit peu sur le truc d'après, le truc le plus courant, c'est qu'on a fait des super contenus, mais qu'on n'a pas su les mettre où il fallait. Par exemple, on les a mis dans son blog. Et puis, si on a fait ça il y a 2 ans et qu'on a fait d'autres articles par derrière, en fait, ils sont au fin fond de votre site, vos super contenus. Donc, on leur donne pas assez d'importance, par exemple. Hein. Donc la structure n'est pas optimale, on se vient d'en parler. Est-ce qu'on trouve alors des contenus dupliqués en masse? Donc du coup, Google va perdre du temps sur des tas de trucs qui sont en fait, c'est de la perte de temps puisque c'est des contenus dupliqués. Et puis surtout, c'est pas intéressant de revoir la même page tout le temps ou une page vide ou des pages en fait où il y aurait que les menus et le footer, enfin ce genre de trucs. Et ça peut arriver très vite, voilà. La lenteur du serveur est-elle un frein? Ça, c'est vraiment important pour les très gros sites. Alors, les très gros sites, c'est plusieurs milliers de pages. C'est même pas encore un très gros site, mais plusieurs dizaines de milliers ou à partir de la dizaine, quinzaine de milliers de pages. Si on a un serveur qui correspond pas, en fait, à la charge, du coup, Google va se rendre compte. Et comme Google est un bon citoyen et va pas vouloir mettre par terre le site, et il va limiter son crawl et avec des effets très, très délétères sur le référencement. Voilà, la lenteur de chargement des pages, ça peut nuire à l'expérience utilisateur. On en a beaucoup parlé au début de l'année 2021. Ça n'a pas un gros effet, mais ça peut vous coûter la première place, par exemple, ce qui est quand même important parce qu'entre la première et la deuxième place, il y a presque le double de trafic en plus. Voilà. Est-ce que les sites, bien sûr, sont bien adaptés au mobile? Parce qu'aujourd'hui, on n'imaginerait pas de faire un site qui ne serait pas adapté au mobile, avec très souvent, en fait, une majorité du trafic qui vient de là, quoi. Ok. Alors j'imagine qu'aussi pour aller un peu plus loin, on peut aussi analyser le maillage interne en fait. Enfin... Oui, exactement. Mais alors il y a différents maillages, c'est ça? Alors par exemple, il y a le maillage descendant, les menus. Il y a le maillage remontant, le fil d'Ariane. Ouais. Et puis il y a un autre maillage qui, à mon avis, et de l'avis de beaucoup de SEO, le plus important, c'est le maillage contextuel. D'accord, donc le contextuel, tu veux dire que c'est dans le texte, on fait des liens hypertextes directement dans le corps de la page? Exactement. Donc en fait, Google va prendre en compte de manière encore plus importante le maillage qui est dans le corps de la page et en plus dans le corps du texte, c'est-à-dire que l'encre du lien, par exemple, va servir en fait à définir la page cible et non seulement l'encre du lien, mais aussi la phrase dans laquelle il se trouve et même le paragraphe dans lequel il se trouve, voire l'intertitre qui est au-dessus. Voilà. Donc tout ça, ça va donner beaucoup de poids sémantique en fait aux pages cibles. Donc c'est ce maillage-là sur lequel aujourd'hui le SEO high level joue le plus. D'accord, ok. Donc j'imagine que c'est le plus important et j'imagine que souvent on l'optimise le moins, c'est ça? Enfin... Alors c'est ce qui est le moins bien compris et le moins bien optimisé. C'est souvent le plus important, malgré qu'on ait les SEO l'habitude de dire qu'il faut faire de tout, qu'il n'y a pas une chose qui peut faire changer la donne. Quand même là, justement aussi peut-être le fait que ce soit le moins bien compris. En général, il faut faire la différence sur un truc, enfin sur un aspect de la chose, un aspect de l'algorithme, un aspect de la réussite que les autres font moins bien que vous. Donc c'est justement là, il y a une vraie opportunité de faire quelque chose d'important, quoi. D'accord, ok, clair. Et alors, si on revient à notre budget, j'imagine que l'audit, c'est pas gratuit. Est-ce que, voilà, à combien ça peut revenir de faire un audit technique? Alors, un audit technique, donc un audit, c'est rarement gratuit. En fait, on trouve des audits gratuits sur Internet, mais en fait, ça ne fait que gratter la surface. Ça vous parle jamais de la structure du site, du management interne, de tout ce qu'on vient d'évoquer. En fait, en général, on parle juste un peu des H1 et de la titraille du site, enfin de la page, et parfois un tout petit peu de la pertinence et encore, voilà. Donc déjà un audit gratuit, ça sera pas bon, c'est ce que je veux dire. Donc en fait un audit, ça se paye en fait à un expert SEO qui lui-même est payé en fait au temps passé.
Donc, ça va se faire au TJM, en fait, au taux journalier, en fonction de la taille du site. Donc, on peut donner des exemples. Ouais. Si on a un relativement petit site, eh ben, on va prendre à peu près 2 jours. Si on a un site un petit peu plus gros, ben, on va prendre à peu près 3 jours. Donc, ça a la différence entre quelques dizaines de pages et quelques centaines de pages. Puis, si on a un site beaucoup plus important, de l'ordre de plusieurs dizaines, autour de la dizaine de milliers de pages, là, il faut faire un pré-audit. D'accord, ok. Voilà. Et alors, est-ce que du coup, cet audit, il va être toujours accompagné d'un suivi et c'est l'expert SEO qui fait cet accompagnement? Oui, alors moi je pense que fait partie des SEO qui pensent qu'il faut que le travail soit fait en entier, c'est-à-dire que la personne qui fait les recommandations doit aussi assurer le suivi. En plus, ce qui se passe, c'est que l'expert va faire des recommandations techniques, l'expert SEO va faire des recommandations techniques qui vont être exécutées par quelqu'un d'autre, qui doit apporter son expertise aussi dans l'affaire. Et cette expertise, c'est le développement. Donc, il doit trouver, lui, l'expert développeur, en fait, la manière la moins chère et la plus facile de faire ce que l'expert SEO demande. Voilà. Donc, il y a une conversation qui s'engage là. Et finalement, c'est dans cette conversation que le vrai sel de l'audit technique va arriver. Du moins. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très, très important que ce suivi soit fait et qu'ensuite, la vérification que le travail soit finalement fait aussi soit fait par la même personne. Donc, du coup, il faut toujours compter un jour de plus. C'est-à-dire, par exemple, si on a un petit site de 100 pages, on va compter 2 jours d'audit plus un jour de suivi. C'est-à-dire de conversation, voilà. Et ça va prendre, je sais pas, ça peut être assez rapide, s'il n'y a pas grand-chose à faire. Ça peut prendre 1 mois, par exemple, ça va prendre 2 mois. En général, ça prend rarement plus de 3 mois. Ça dépend après des budgets et aussi parfois, si on a un développeur en interne, peut-être qu'il est occupé sur d'autres choses, voilà. Oui. Voilà. Ok, top. Et alors, du coup, voilà, Laurent, est-ce qu'il y a d'autres audits en SEO après avoir vu l'audit technique? Alors oui, bien sûr, il y a un audit pour chaque pilier en fait. Donc on pourrait faire, donc il faut faire un audit éditorial après avoir fait un audit technique. Et on pourrait faire aussi ce qu'on appelle un profil de lien, ce qui est un audit de backlinks. Mais moi je pense que c'est pas nécessaire et on verra tout à l'heure pourquoi. D'accord, ok. Alors en introduction, tu as parlé donc d'équation SEO. Alors est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus en fait sur cette équation? Alors voilà, l'équation SEO, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc là, vous voyez que le petit curseur rouge est passé à top relevancy, c'est-à-dire les contenus. Tout à l'heure, il était sur top Google friendly, c'est-à-dire je suis l'ami de Google d'un point de vue technique, il peut visiter mon site comme il veut, il le comprend bien et tout. Là maintenant, on va parler en fait des contenus eux-mêmes. Est-ce que les contenus finalement sont bien faits? Est-ce qu'ils sont pertinents? Voilà. Et donc l'autre partie de l'équation, la dernière partie de l'équation, c'est est-ce que je suis le plus populaire? D'accord. Comment je vais faire pour être le plus populaire? Okay. Il ne s'agit pas l'équation à proprement parler, on ne parle pas d'algorithme, mais en fait, on a certainement intellectualisé l'algorithme, on appelait ça équation. Il y a 3 grandes parties. Il y a la technique, la pertinence des contenus et après la popularité. D'accord. Et alors, comme tu viens de le faire, donc du coup pour l'audit technique, est-ce que tu peux nous détailler un peu ce qui va se passer dans l'audit éditorial et quel budget édito on doit prévoir? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est un état des lieux des contenus. Et en fait, il faut commencer par analyser la visibilité des sites web. Voilà. Donc là, en fait, c'est là où que vont intervenir l'étude des mots-clés? Oui, alors, parce qu'on va parler de pertinence. Quand on parle donc d'optimisation des contenus, on va parler donc de pertinence des contenus. Et donc, cette pertinence, elle ne peut se faire que face à des mots-clés. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir un texte qui est très pertinent pour je ne sais pas moi, chaudière à condensation, il sera bien sûr pas du tout pertinent pour poêle à frire. Voilà. Oui. Donc c'est ça en fait qu'on est en train de faire. Et voilà, d'une certaine manière, donc on va faire un benchmark et on va donc analyser en fait la visibilité du site internet qu'on est en train d'auditer. On va après, d'une certaine manière, appréhender son potentiel et après on va proposer aussi une liste de mots-clés qui en fait sera ce qu'on laisse à la concurrence. Donc on va avoir 3 listes de mots-clés. La première liste, c'est là où vous êtes visible, parce que éventuellement après vous voudrez consolider cette visibilité. La deuxième liste, c'est là où il y a du potentiel, et donc ça va permettre de faire du SEO plus vite. Voilà. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est pas une fatalité que ça prenne beaucoup de temps le SEO. Si on a déjà du potentiel et qu'on sait finalement appuyer là où il faut, ça peut aller relativement vite.
Et ensuite, il y a toute une liste sur laquelle on n'a pas travaillé du tout. Alors là, il faut commencer à faire du potentiel. Et là, si du coup, il faut aller, ça va prendre plus de temps. Donc, d'une certaine manière aussi, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il faut construire le SEO pas à pas. En fait, il n'y a pas qu'un seul temps au SEO, il y en a plusieurs. Il y en a autant finalement que de parties de votre site. Si votre partie de votre site est déjà visible, mais que vous souhaitez la consolider, là, le temps, il est quasiment à zéro. Si vous êtes peut-être numéro 2, il faut passer en numéro 1. Ça va aller assez vite, éventuellement, si vous mettez le potentiel et si vous faites ce qu'il faut. Donc voilà, si vous avez du potentiel, que vous êtes en deuxième page et que vous voulez aller en première page, là, ça peut aussi aller assez vite. Par contre, il faut commencer à construire le potentiel sur lequel vous n'êtes pas encore, mais vous devriez être, ou le potentiel sur lequel vous voulez être demain, parce que, par exemple, votre activité est en pleine évolution. Et là, il faut commencer à construire maintenant pour être visible l'année prochaine. Mais il faut faire tout en même temps, c'est ça le truc. D'accord. Et alors, est-ce que les intentions de recherche, c'est aussi là, à ce moment-là, que ça intervient dans le benchmark? Alors oui, d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, en 2021, en fait, un audit auditorial ne se fait pas que par rapport à ces listes de mots-clés. Ça, c'est la base. Maintenant, quand on va parler en fait de contenu plus éditorial, plus texte, en fait, ce qu'il faut, c'est penser à répondre aux attentes de vos visiteurs d'un point de vue marketing. Et ça, le robot aujourd'hui est capable de l'appréhender. C'est-à-dire que, quand vous pensez à la pertinence, donc vous pensez à un mot-clé, chaudière à condensation, vous faites un texte pour être pertinent sur ce mot-clé, mais en fait, vous allez faire quelque chose, on va faire ce qu'on appelle je vais faire utiliser un mot technique, on va dire vous allez travailler d'une certaine manière le vocabulaire, voilà, on va éviter le mot technique, vous allez travailler le vocabulaire pour être dans la thématique, en fait, voilà. D'un point de vue algorithmique, ça s'appelle en fait une analyse syntaxique. Ensuite, maintenant, vous n'avez rien dit sur l'angle, donc la manière dont vous répondez. L'angle, c'est à la fois l'émotion avec laquelle vous mettez la chose. Bon, si c'est une chaudière à condensation, comment ça s'installe et du coup, il n'y aura pas beaucoup d'émotion. Mais quand même, il faudra répondre aux questions, quoi. Et du coup, là, derrière ça, en fait, ça part des intentions de recherche. Est-ce que les gens, finalement, vous aurez répondu à la bonne question? Et ça, en fait, c'est des algorithmes de type BERT ou aujourd'hui MUM. Alors, c'est des mots que vous ne connaissez pas encore, mais ça vient par-dessus la pertinence, en fait. Voilà. C'est ça qui est important de comprendre. D'accord. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu appelles vraiment intention de recherche? Alors voilà, intention de recherche, ça peut être une intention d'achat. Voilà. D'accord. Ou ça peut être justement une intention de réponse à des questions. Si par exemple, on cherche, je sais pas moi, une bouée canard, il faut trouver, on va répondre à cette intention de recherche bouée canard, si on est Jiffy par exemple, sur lequel c'est quelque chose qu'on trouve bien et c'est probablement le mot-clé le plus important. On trouve soit une catégorie avec toutes les bouées canards, soit une page de produit, parce qu'il y a une bouée canard phare, c'est la plus importante, c'est celle que tout le monde veut, et donc on va faire remonter la page de produit. D'accord, mais alors qu'est-ce que tu t'optimiserais, toi, sur ces pages produits ou catégories? Alors, sur ces pages de produits, catégories, qui sont essentiellement donc une structure e-commerce. Oui, voilà, effectivement, là, c'est que pour le e-commerce, ouais. Oui, voilà. C'est une structure e-commerce, en fait, qui descend en granularité, finalement, d'un nom de produit, et après, enfin, d'un type de produit qui correspond à une catégorie, voire une sous-catégorie. Voilà, ça dépend, en fait, de la taille du site. Là, on va surtout optimiser, en fait, la titraille, c'est-à-dire les balises title, les balises méta, les H1. Alors ça, c'est important de se dire, par exemple, que si on est Jiffy et qu'on a 1500 produits, ou même si on n'est pas Jiffy, mais qu'on a quand même 1500 produits, c'est déjà pas mal d'avoir à refaire. Alors parfois, on a des règles, des automatismes et des trucs comme ça, mais c'est déjà pas mal d'avoir à refaire en partie à la main des balises méta en grand nombre. Si c'était en plus d'ajouter du texte sur les pages, ce serait vraiment une recommandation, à mon avis, que le SEO, d'abord, à mon avis, serait pas efficace, mais en plus, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le SEO doit faire des recommandations mesurées. Il doit sentir derrière si la recommandation va être appliquée, voire si elle est applicable. Si la recommandation n'est pas applicable, c'est pas la peine de la faire, quoi. D'accord, oui. Ok. Et donc, est-ce que c'est, oui, donc tu disais sur les pages de catégorie juste le balisage, mais sur les pages produits aussi la titraille ou pas spécialement? Non. Si on a beaucoup de produits, oui, ça va être essentiellement la titraille, mais on a aussi des choses qu'on peut faire en masse sur des pages de produits. Ce sont les caractéristiques, c'est-à-dire des bullet points. Donc là, vous allez pouvoir différencier des pages de produits assez facilement, finalement, avec des caractéristiques, si c'est bien fait. Et puis aussi les produits associés, voilà, par exemple.
Amandine qui nous demande dans le chat la balise titraille. C'est le H1, H2, c'est les titres. Alors, la titraille, c'est les titres. Donc, la titraille, c'est les méta. Donc, la balise title, Oui. c'est la balise méta description et effectivement le titre H1, voir s'il y a des H2 éventuellement. D'accord, ok, merci. C'est bon. Alors, et du coup, là, on prenait l'exemple effectivement d'un site e-commerce, mais quand c'est, je sais pas, je prends l'exemple, admettons, d'un assureur, on veut changer d'assurance auto, comment là, ça peut se passer pour optimiser ces pages? Eh bien, sur de l'assurance, par exemple, on a très peu de pages business. On va avoir essentiellement, par exemple, une page business pour assurance auto, peut-être une autre page business pour assurance auto, jeune conducteur. Et encore, en fait, on va rentrer en fait dans quelque chose et c'est à peu près la même chose en fait. Hein. Et on va peut-être avoir aussi assurance santé. Voilà, donc on va se retrouver peut-être avec beaucoup de business pour une dizaine de pages business, pas plus. Donc du coup, on n'est pas dans le schéma d'une structure de e-commerce comme on disait tout à l'heure, avec des catégories, des sous-catégories et plein de pages de produits derrière. Ouais. On va se retrouver plus dans quelque chose qui ressemble à ce que nous, dans le jargon, on appelle un cocon sémantique, c'est-à-dire en fait pas mal de contenu. On va essayer de répondre d'un point de vue marketing aux visiteurs et ce contenu en fait va converger vers les pages business. Et ça, c'est en fait le travail du management interne. Mais là, je ne voudrais pas perdre tout le monde parce que ça commence à être un peu technique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est super important en fait. Tout compte d'une certaine manière. Quel est votre business? Quelle est la taille de votre site internet? Imaginez par exemple que vous avez un petit site où vous allez vendre très peu de produits, mais qui sont super importants pour vous et qui sont très nouveaux. Et bien là, par exemple, vous pouvez transformer vos pages de produits en pages Wikipédia. Par exemple, je pense à un client que j'ai eu qui vendait en fait, qui était dans le, en fait, c'est des alternatives aux pesticides et c'est en fait une espèce de guerre bactériologique en fait qui permet de remplacer les pesticides. Mais c'est justement, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. C'est quelque chose de, j'ai dit bactériologique, mais je vais plutôt dire une guerre d'insectes ou de plantes. Enfin bon, voilà, techniquement, je ne suis pas encore tout à fait au point là-dessus. Je suis le rayon, c'est plus le SEO. Enfin, je voulais dire que ce client, il avait quoi, une vingtaine de produits, donc très possible de rajouter du texte sur 20 pages, c'est pas du tout un problème. Ouais. Et donc, on transforme ces pages qui sont très nouvelles, très techniques finalement, de son point de vue, en page Wikipédia où on va expliquer le produit, on va expliquer pourquoi, comment il faut l'utiliser, on va répondre à toutes les questions des visiteurs pour que justement ce produit soit bien utilisé, pour que ça soit efficace et puis aussi qu'on fasse pas n'importe quoi pour la nature, ce genre de choses. Et donc là, on a les moyens en fait de rajouter beaucoup de texte sur ces pages de produits. Mais là, on n'est pas du tout on est dans une sorte de e-commerce, mais c'est pas un Jiffy quoi. C'est autre chose. Donc tout ça compte en fait, la taille du site, le modèle économique, tout ça compte pour faire une bonne stratégie de contenu et qui soit SEO friendly, parce que je pense que c'est vraiment ça le truc important aujourd'hui en SEO. D'accord. Alors du coup, tu parlais tout à l'heure de cocon sémantique, ça nous fait passer à la slide suivante. Est-ce que voilà, il y a des recommandations sur le nombre minimal de mots à rédiger dans un article? Est-ce qu'il faut que ça soit des articles longs et du coup beaucoup plus chers? Alors, un cocon sémantique, ça peut être utilisé pour toutes les formes de sites, que ça soit petit ou gros. C'est très pratique, puisqu'en fait, on va construire un ensemble de pages éventuellement qui ne sera pas externe au site, mais qui sera probablement nouvelle. Ouais. On va utiliser quelques pages existantes, mais en fait, l'essentiel des pages, on va les fabriquer nous-mêmes. Alors attends, Laurent, je te coupe juste 2 petites secondes sur le cocon sémantique, parce qu'on a une question sur la partie précédente, l'explication sur les pages Wikipédia. Willy n'a pas compris. Alors d'accord, je voulais parler de page Wikipédia, c'est-à-dire c'est une sorte d'exemple ou de périphrase pour dire une page sur laquelle il y aurait plein de contenu type Wikipédia et tu réponds par exemple à toutes les questions par rapport à un produit. Alors là, on était sur un produit par exemple tu vas planter un type de plante pour que les plantes que tu veux vraiment faire pousser soient pas attaquées par les insectes parce qu'elles repoussent les autres. Enfin, il y a tout un problème, il y a tout un truc à expliquer. Et donc là, tu peux transformer ta page de produit un peu comme si en fait tu mets plein de contenu, tu fais plein de réponses à tes questions, un peu comme l'aurait fait Wikipédia, mais Wikipédia c'est pas un e-commerce. Mais en fait, est-ce que c'est clair? Il y a Amandine aussi qui dit que du coup les pages Wikipédia sont importantes finalement pour le SEO. Enfin, les pages que toi tu catégorises Wikipédia dans ton pas le vrai site. C'était pas du tout notre propos en fait. En fait, il faut oublier le mot Wikipédia. On va pas s'encourager à ce truc-là. On va juste dire, moi j'ai voulu dire une page où on a beaucoup de contenu. Voilà. Donc une page où on a beaucoup de contenu, ça c'est très important pour le SEO. Surtout quand on a beaucoup de questions à répondre.
Ok, c'est bon. C'est clair pour tout le monde. Ça peut être style Sinon, on pourra revenir là-dessus à la fin. Oui, on pourra poser, effectivement, il y aura une session de questions-réponses, donc effectivement, on y reprendra. Là, je vois que le temps tourne un petit peu, donc revenons sur notre cocon sémantique, du coup. Alors, un cocon sémantique, c'est un ensemble de pages qu'on va construire, pas totalement, mais peut-être aux 3/4 au moins. Donc, on peut en fait ajouter ça à n'importe quel site, n'importe quelle taille de site, c'est assez pratique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut fabriquer les contenus. Voilà. On peut faire d'autres choses. Alors, je sais plus quel était l'ensemble de la question, mais ça, c'est super important, en fait. Donc, si tu travailles, un cocon sémantique aussi, c'est l'idée de travailler son maillage interne, c'est-à-dire de converger, en fait, vers une page, de conduire la popularité qui est, en fait, la popularité, elle se mesure sous la forme d'une probabilité. La probabilité, finalement, qu'un surfeur, c'est-à-dire un visiteur, se retrouve sur une page. Et qu'est-ce que fait un visiteur? Ben, il clique sur des liens. Et il clique où, en général, le plus souvent sur des liens à l'intérieur du texte. Ouais. Voilà. Donc, en fait, si tu cliques à l'intérieur du texte, eh ben, tous les chemins mènent à Rome, si j'ose dire. Et donc, si tous les chemins mènent à la page business importante, eh ben, c'est cette page business importante. Et on la met au centre du cocon sémantique. Voilà. Donc là, c'est ce que tu mets sur l'exemple, en fait, et sur la slide. La page business, c'est assurance malus. C'est ça. Et tes pages secondaires, ce sont toutes les celles en verte, en fait. C'est ça, voilà. Et ce qu'on voit, le petit chiffre 21%, eh ben, c'est le rapprochement entre les deux pages. C'est-à-dire que si on était à 50%, on aurait deux pages quasi similaires, c'est-à-dire qu'elles ne seraient pas dupliquées au sens propre du terme, ce n'est pas forcément le texte identique, hein, mais elles seraient exactement, utiliser le même vocabulaire, elles seraient pertinentes pour exactement la même chose. Là, donc, on est à 21%, ça veut dire qu'on a abordé un sujet qui est très proche du sujet central. Voilà. D'accord. Donc ça va donner envie à Google de suivre en fait les liens à l'intérieur des textes. Et c'est tout ce qu'on lui demande. D'accord. Okay. Alors tout à l'heure, on parlait des intentions de recherche d'achat, mais on entend aussi beaucoup dire que finalement les internautes cherchent beaucoup des infos, mais y compris avant de se lancer dans un achat. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc, sur ce besoin d'information en fait, que les gens recherchent? Voilà. Alors, en fait, sur Internet, chez Google, on s'est rendu compte en fait que trois quarts des besoins, trois quarts des requêtes sont en fait une recherche d'information. Alors, dans ces trois quarts, il y a à boire et à manger. Il y a éventuellement des gens qui recherchent à savoir qui est un Indelon et s'il y a un Indelon, je sais pas moi, où est-ce qu'il habite, enfin bon, des trucs qui nous intéressent pas. Et il y a aussi des gens qui cherchent, par exemple, et qui veulent en fait comprendre ce qu'il y a dans un devis de chaudière. Et donc là, du coup, ça nous intéresse. Donc en fait, il y a des informations qui sont plus ou moins proches de l'acte d'achat. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi quand on analyse finalement le Web to Store. On se rend compte que les gens prennent beaucoup de temps à s'informer sur Internet et vont éventuellement acheter en magasin. Donc en fait, ce besoin d'information avant l'achat, sur certains produits bien sûr, il est très important sur Internet. Il est même un petit peu, il y a comme un effet de loupe. Voilà. Tout cela, bien sûr, dépend en fait de votre sujet. Si vous vendez des guirlandes de Noël, eh bien, si vous êtes Jiffy ou des bouées canards, eh bien, il est probable que vous n'ayez pas trop de questions. Bien qu'aujourd'hui, la société est en train de changer. Et par exemple, quelqu'un peut peut-être se demander l'impact environnemental des bouées canards parce que c'est du plastique, est-ce qu'on utilise du chlore, enfin bon, voilà. On peut quand même trouver des choses auxquelles il faut répondre, mais bien sûr en quantité plus faible. Voilà. Donc ça, c'est super important de comprendre ça et de jouer le jeu, en fait. Ok, d'accord, très clair. Et alors, du coup, là, tu nous as donc détaillé un peu ce qu'on retrouvait dans un audit éditorial, mais alors est-ce que tu peux nous éclairer sur le budget, en tout cas, à quoi s'attendre en termes de budget au niveau éditorial, en fait? Oui, alors, il faudra en fait, donc il va y avoir, outre le fait de payer l'expert qui va faire l'audit éditorial, hein, il faudra donc créer ensuite, appliquer ces recommandations. Donc peut-être qu'on a à la maison, ou peut-être qu'on va faire soi-même une partie des contenus, mais peut-être pas. Et à ce moment-là, on devra passer par un rédacteur à qui on va faire un brief très complet sur les intentions de recherche, les vocabulaires à ajouter, tout ça. Et lui, il va se payer environ 10 centimes du mot pour la création du texte. Et donc 5 centimes du mot, c'est pas le rédacteur directement, c'est plutôt l'expert SEO pour tout le travail de brief qu'il y a à faire et d'optimisation qui sera exécuté par celui qui écrit. Voilà. D'accord. Donc en fait, pour 15 centimes du mot environ pour un texte. D'accord.
Ok, très bien. Et alors, comment savoir finalement combien de mots-clés il me faut dans mes textes? Alors oui, parce qu'en fait, 15 centimes du mot, si je prends un texte de 800 mots, après un peu comme un standard, une sorte de moyenne, c'est 120 euros. Mais si je prends deux textes de 400 mots, c'est 120 euros aussi. Donc, est-ce C'est qu'il fallait pareil, faire un ok. texte ou est-ce qu'il fallait faire deux textes? Et c'est effectivement une question qu'on me pose très souvent et à laquelle je réponds aussi, ça dépend. Ça dépend de quoi? Eh bien, ça dépend du sujet sur lequel vous allez parler. Et ça dépend aussi, on va dire, aussi de la qualité du rédacteur, hein, aussi, un petit peu. Mais ça dépend surtout du sujet sur lequel vous allez parler. Est-ce que vous êtes sur un sujet où ça vaut le coup, en fait, sans se répéter, en disant quelque chose d'intéressant, d'écrire 2000 mots? Est-ce que ça vaut le coup d'écrire seulement 400 mots? Voilà, en fait, il faut faire, en fait, il faut faire une vraie stratégie de contenu et il faut faire, en fait, il faut aller au bout du sujet, si j'ose dire. Voilà. C'est ça, en fait. D'accord, ok. Très clair. Oui, donc tu parlais, effectivement, il y a la pertinence et puis la justesse des questions. Ça va, Elodie? Oui, je me suis cognée, mais ça va. Alors, ce qui importe en effet, c'est la pertinence des textes et la justesse des questions, la justesse des réponses surtout, auxquelles on va apporter. La justesse des questions pourrait bien répondre aux intentions de recherche des visiteurs, pas répondre à des questions que personne ne se pose. Voilà. Oui. On avait dit tout à l'heure dans l'édit éditorial qu'on avait 3 listes de mots-clés, la visibilité, le potentiel et ce qu'on laisse à la concurrence. Eh bien, il y a aussi une quatrième liste qui est justement cette liste de questions auxquelles, en fait, qui sont liées à nos mots-clés les plus importants, aux mots-clés génériques, qui remontent éventuellement sur des mots-clés génériques. Par exemple, si vous faites chaudière à condensation, vous allez voir qu'il y a des questions. Vous allez le voir, par exemple, dans les résultats de Google, dans les balises title de vos concurrents ou même de vous-même, c'est souvent sous la forme d'une question. Vous allez le voir aussi dans le produit Google qu'on appelle People Also Ask. En français, c'est autre question posée. En fait, ça correspond à la recherche vocale. C'est ce petit ensemble de questions que vous voyez en général placées un petit peu au milieu de la première, du premier écran, hein, dans les cercles de Google. Donc voilà. Donc il faut répondre aux bonnes questions et après il faut y répondre bien. Donc c'est la justesse des questions et la justesse des réponses. Voilà. Donc il faut se poser qu'est-ce qu'il faut se poser comme bonne question? Est-ce que ça va être utile à mes visiteurs? Éventuellement, il faut faire un persona. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça ou pas. Ça dépend si ça vaut le coup. Et bien sûr, il faut que tout ça soit bien à jour parce que peut-être qu'on a fait tout ça il y a 2 ans, mais qu'aujourd'hui, l'eau est coulée sous les ponts et puis qu'on n'est plus tout à fait à jour. Voilà. Et le meilleur pour la fin, il faut que tout ça transforme aussi. Oui, c'est sûr, ok. Et alors, du coup, pour terminer sur les différents audits, on va terminer donc avec le 3e pilier. Donc, Laurent, tu disais en début de webinaire que toi, l'audit des backlinks, t'étais pas trop pour en faire un, quoi. Alors, on peut très bien faire un audit de backlinks ou ce qu'on appelle un profil de lien. Ça peut être utile. Hein. Je dis pas que c'est toujours inutile, mais je pense que c'est souvent une perte de temps, parce qu'il faut le temps pour le faire. Puis il faut payer aussi le SEO, l'expert SEO pour le faire. Alors, vous voyez, je prêche pas toujours pour ma paroisse. Moi, je pense que si on a donc de l'argent à dépenser, autant le dépenser directement dans un lien. Et en plus, on a l'information de là où il faut le dépenser, puisque quand on a fait un audit éditorial, on a fait cette liste potentielle, dont on a parlé plusieurs fois, et donc on doit justement orienter les liens vers ce potentiel. Donc on a déjà l'information. D'accord, oui, donc ça serait effectivement, ce serait faire 2 fois le travail et surtout faire payer 2 fois le client finalement. Voilà, d'une certaine manière, en fait, il y a des cas où ça pourrait être utile, mais c'est des cas où en fait où la compétition serait très développée, où on est un site pure player, où on est déjà bien engagé en fait dans une stratégie SEO, on a une équipe de 3-4 personnes, donc on a les moyens de mettre quelqu'un purement sur les backlinks. Vous voyez, on n'est plus du tout dans la même cavalerie en fait. D'accord, ok. Mais alors, est-ce que finalement, on a quand même toujours besoin de backlinks ou pas? Alors, on pourrait dire en théorie non, mais dans la pratique oui, parce que en réalité, en théorie non, on n'a pas besoin de backlinks sur des trucs sur des mots-clés qui seraient pas du tout compétitifs. Moi, demain, je crée une page blanche sur, alors même Globi Bulga, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont essayé, mais sur Globi Bulga AQ, ça ne veut rien dire. Et je tape après-demain Globi Bulga AQ et ma page blanche, elle va remonter parce que Google sera passé et l'aura éventuellement indexé si je me suis bien débrouillé. D'accord. Éventuellement en faisant un backlink d'ailleurs. Donc, même ma démonstration montre qu'en fait, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est la compétition qui compte et qu'aujourd'hui, les gens qui sont nos clients sont pas
sont pas des altruistes, ou en tout cas rarement. Ça nous arrive d'avoir des associations, des gens comme ça, mais même parfois il y a de la compétition. En général, c'est dans du business. La compétition est plus ou moins féroce, parfois elle l'est beaucoup, et dans de très très rares cas, enfin je vois plus de cas où il n'y a plus besoin de backlinks, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on a une question d'Aline qui nous demande comment savoir si c'est un bon backlink. Ah, ben ça c'est toute une question. Il faudrait que ça fasse l'objet d'un nouveau webinaire. Comment savoir? Eh bien, il y a sinon pour répondre un petit peu rapidement et pas totalement me défausser de la question, il y a des outils qui permettent de faire une analyse un peu plus scientifique. Si on peut aller à l'œil, voilà, mais ça c'est pas terrible. Et sinon on peut utiliser des outils, ça c'est meilleur. Et sinon, pour un peu parler de la théorie rapidement, il faut qu'un bon backlink aujourd'hui, il est thématique. Voilà. C'est ça qu'il faut compter. Et une chose qui est aussi peut-être pas mal, c'est de se rendre compte finalement sur la page sur laquelle on va poser ce backlink, est-ce qu'elle a déjà une forme de, non pas forcément de visibilité, parce que quand on est en position 50, on n'est pas visible. Est-ce qu'elle a une forme de potentiel de visibilité? Est-ce que Google l'a déjà repéré dans la thématique sur laquelle on est? Ce qui fait que finalement, un des meilleurs outils de backlinks aujourd'hui, c'est SEMrush. Voilà, pour répondre à la question. Ça dépend parce que alors, il y avait aussi une autre question avez-vous des sites d'achat de backlinks? Oui, bien sûr, on travaille avec des plateformes différentes qui travaillent avec justement des méthodes différentes, soit avec en fait soit déjà il y avait des URL déjà positionnés, soit avec en fait des articles un peu plus classiques comme on fait voilà, des articles qu'on va faire exprès pour, voilà. On travaille avec pas mal de plateformes effectivement. D'accord. Alors, il y a encore une question d'Amandine. Est-ce qu'il est intéressant de travailler avec des agences spécialisées dans le LinkedIn, de type on fournit l'article et l'agence publie sur des sites? Oui, et même parfois, on n'est pas toujours obligé de fournir l'article. Simplement, ce qu'il faut, c'est des outils pour vérifier ce qu'elles font. C'est ça, en fait, qu'il faut faire. Parfois, c'est pas mal d'avoir un expert SEO pour se dire, est-ce que l'agence, elle travaille bien? Parce que l'agence, elle va vous dire, oui, elle travaille bien. Mais est-ce que l'expert SEO, il n'a pas un œil un peu plus expert, finalement, que vous-même? Et est-ce qu'il n'est pas aussi abonné à des outils et qu'il a l'habitude de s'en servir? Vous n'aurez pas besoin de prendre ces outils vous-même, éventuellement. Et il pourra donc un peu vérifier le travail qui a été fait. Ok. La qualité du travail, je veux dire. Le travail, il est fait en général, mais c'est la qualité qui compte. Et ça, comment tu vérifies du coup? C'est avec SEMrush toujours que tu vois Non, là, du coup, j'ai des outils plus développés, avec du data SEO et des choses comme ça. Ok. Et parfois même, on n'a pas encore d'outils maison, mais ça va pas tarder. D'accord, ça marche. Alors du coup, on en était donc au backlinks et ensuite c'était est-ce qu'une stratégie de contenu peut du coup influencer sur la dépense en backlink? Oui, bien sûr. Alors, je pense que tout le monde l'a compris, hein. En fait, c'est vraiment nécessaire de faire des backlinks aujourd'hui. Par contre, là, il s'est passé quelque chose en juillet où Google a relancé un petit pingouin qu'il n'a pas appelé pingouin. D'ailleurs, parce qu'il y a un vrai pingouin, il est toujours là, il passe à chaque fois que le moteur passe, donc il est intégré au core algorithm, c'est-à-dire à l'algorithme principal. À chaque fois que l'algorithme passe en fait sur votre site, il y a pingouin qui est intégré dedans. Ça a changé beaucoup de choses. Par rapport à la phase d'avant où il n'était pas intégré, il était beaucoup, beaucoup plus méchant. En fait, Google essaye nous dire, à chaque fois que Google nous dit de ne pas faire de backlinks, ça veut dire que les backlinks sont efficaces. Mais par contre, ça veut dire autre chose, et c'est là que donc, je vais retomber sur mes pieds, c'est qu'il faut en faire mieux, il faut en faire autrement, il faut peut-être en faire moins, mais de meilleure qualité. Il faut peut-être aussi trouver des stratégies pour justement ça soit fait autrement. Alors là, est-ce qu'on s'était posé la question, est-ce qu'une stratégie de contenu peut influencer sur la dépense de backlinks ou même l'efficacité de backlinks en réalité? Ben oui, parce que imaginez que vous avez, par exemple, on reprend notre cas de l'assurance auto. Vous ne vendez que de l'assurance auto et même que de l'assurance auto pour malus. En réalité, vous pouvez faire un site avec une seule page et vous vous dites, là, vous cliquez ici et moi, je vous fais une assurance auto pour maluser, j'ai rien besoin de faire d'autre. Donc, vous allez être contraint d'envoyer des backlinks toujours sur la même page, la plus compétitive. Et ça ne va pas être très efficace. Parce que Google va voir la ficelle. Imaginez qu'autour, vous faites un cocon sémantique et vous essayez donc à la fois d'un point de vue marketing de rassurer une partie de votre visiteur, d'essayer d'en prendre un petit peu plus en étant un peu plus subtil, en racontant pourquoi vous êtes malucé et pourquoi c'est pas si grave. J'imagine plein de choses. Vous allez pouvoir aussi envoyer des backlinks là-dessus qui vont avoir un effet sur votre page au centre. Donc vous allez pouvoir diversifier en fait votre stratégie de backlinks et là du coup
ça peut effectivement avoir un impact. Aussi parce que les backlinks que vous allez envoyer sur les pages un peu moins importantes sont aussi moins chers éventuellement. Et donc voilà, on fait une stratégie complète SEO qui marche bien. Ok, merci Laurent. Et alors pour terminer, on a vu l'audit des backlinks, l'édito, la technique. On vous a finalement dévoilé tous les éléments qui vont se retrouver dans chacun de ces piliers pour éviter que donc votre budget ne dérape la prochaine fois. Et pour terminer, on va résumer donc le budget pilier par pilier. Alors on commence avec la technique. Donc Laurent, tu disais que voilà, l'audit technique, ça se paye à la journée. Voilà. Donc, si vous avez un site de moins de 1000 pages, il faut compter à peu près 2 jours plus une journée de suivi. Donc, ça fait 3 jours au final. Ouais. Plus de 1000 pages, vous rajoutez une journée parce que ça fait 3 jours plus une journée de suivi, 4 jours à peu près. Si vous avez environ un peu plus de 5000 pages, entre 5 et 10 000 pages, vous comptez 4 jours plus une journée, ça va faire 5 jours d'audit technique. Ça commence à être des gros sites. Bien sûr, on compte ce qui va compter pour le SEO. Imaginez que vous avez 500 pages sur votre site et puis un forum de 6000 pages, on ne va pas compter le forum. Voilà. Mais ça arrive de moins en moins souvent. Voilà. Ce genre de truc. Voilà. Donc ça, c'est pour la technique. Voilà. Okay. Alors, et donc, oui, il faut aussi, compter, effectivement, s'il n'y a pas de développeur en interne, de prévoir un budget supplémentaire en développement. D'accord. Effectivement, il va peut-être y avoir une petite. Si on n'a pas de développeur en interne, si on a fait faire un audit technique, c'est aussi pour avoir des recommandations et parfois appliquer ces recommandations. Donc forcément, il va y avoir une petite dépense supplémentaire, mais mesurée. D'accord. Mais alors, si admettons, on a un budget très serré, est-ce qu'on peut ne faire que ce pilier et par la suite faire les autres? Alors oui, imaginez que vous n'avez jamais fait de SEO, vous avez eu un site totalement pas bon pour le SEO complet. Imaginez quelqu'un que vous feriez encore aujourd'hui un site en Flash. Bon, je prends un exemple un peu extrême, parce que esthétiquement, ça n'intéresserait personne. Il faudrait tout repartir du départ, en fait. Donc, cette année-là, il faudra faire que la technique. Voilà. Mais même si vous avez des sites très, très bloquants, imaginez que vous avez un site en AngularJS ou quelque chose comme ça. C'est plus courant déjà, et qu'en fait votre agence SEO elle vous a pas fait du server-side, du rendering server-side, et donc en fait vous avez votre site n'a qu'une seule URL, et donc c'est impossible d'indexer tous vos contenus. Et là il va falloir vraiment penser à la technique. Voilà. Donc cette année-là vous allez faire que ça éventuellement. D'accord. Ok. C'est un peu un cas extrême. Voilà. Et alors ensuite, donc on a aussi l'édit éditorial, donc qui se paye finalement à la journée. Donc on en a parlé, c'est selon les univers sémantiques. Voilà, un univers sémantique, on va avoir 2 jours de travail, 2 univers, 3 jours de travail, 3 univers sémantiques, 4 jours de travail, et supérieur à 3, voilà, faut faire un pré-audit. Mais alors est-ce que, pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu peux détailler un peu plus en fait ce qu'est l'univers sémantique, Laurent? Alors, par exemple, si vous avez un site qui vend des meubles ou des choses comme ça, vous allez avoir un univers sémantique. Ça va par exemple être la salle de bain. Un autre, ça va être la décoration. Si vous avez par exemple un site qui est dans l'assurance, la comparaison d'assurance, vous allez avoir un univers sémantique, ça va être l'assurance auto. Et puis un autre, ça va être l'assurance santé. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que y a une bonne manière de maîtriser un budget, c'est de pas lancer une étude de mots-clés complète sur tous les sujets de votre site, alors qu'en fait, ils ne sont pas tous prioritaires. Ouais. C'est de commencer en fait par le plus prioritaire, voire par les 2, ou voire les 3 plus prioritaires, et puis de faire le reste après. D'accord. Et alors ensuite, effectivement, après l'audit éditorial, faut prévoir le coût pour la création de texte par un rédacteur, donc 10 centimes du mot, et pour l'optimisation, 5 centimes du mot. Voilà, ce qui fait 15 centimes du mot. Donc, par exemple, vous allez faire 80 € pour un texte de 800 mots. Donc, ça sera un texte qui sera parfaitement bien optimisé pour le SEO, par exemple. D'accord. Et donc, pour finir, il y a quand même prévoir une enveloppe mensuelle pour démarrer, du coup, la stratégie de backlinks. Exact. En fait, pour nous, c'est un petit peu la variable d'ajustement. C'est-à-dire que, on va prendre les points techniques. Ça, vous pouvez pas ajuster. Si vous avez des points super bloquants ou même des gros freins, il faut vraiment le faire. Voilà. Même si vous faites que ça, c'est ce que vous avez dit au début. Ensuite, avoir des contenus intéressants, c'est vraiment un truc super important. Alors, en avoir plus ou moins, ou sur tous les sujets, c'est à vous d'aller à la vitesse que vous voulez. Ouais. Et ensuite, si vous irez, je dirais pas les backlinks, c'est si vous reste du budget. Mais tant mieux si vous reste du budget. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'aura pris qu'un univers ou 2 univers sémantiques et qu'après, il nous reste un budget de backlinks quand même. Voilà. Donc, en fait, c'est la variable d'ajustement, c'est vos backlinks. Ensuite, si vous ne faites pas de backlinks cette année-là, vous pouvez en faire 6 mois plus tard ou dès que le budget va revenir.
faut pas laisser trop de temps, mais même pourquoi pas. Je pense que vous aurez du potentiel. Ça marchera pas très bien, vous n'aurez pas de visibilité sans backlinks, mais vous aurez quand même déjà commencé à construire un potentiel. D'accord. Et alors, il faut absolument découper son budget SEO en 3 lots, la technique, les contenus et les backlinks? Ben non, justement, je viens d'un peu de répondre un peu Un peu, oui. implicitement à la question. C'est-à-dire que oui, si vous avez jamais fait de SEO et qu'il y a des choses super bloquantes qu'il faut débugger, voilà, et pour pouvoir tabler dessus plusieurs années ensuite. Mais si c'est pas le cas, si vous êtes déjà pas mal lancé dans le SEO, ou si votre agence web vous a fait un site qu'elle s'y connaît en SEO et qu'elle vous a fait un site qui marche bien, enfin qui normalement n'a pas de frein technique, mais par exemple qui n'a pas du tout de contenu, il faudrait faire le contenu. Et si vous avez une idée, la bonne idée de mettre déjà du contenu, vous avez déjà du potentiel, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Et en fait, il faut tabler sur votre potentiel et tout ça. Donc finalement, si vous êtes déjà un petit peu lancé dans le SEO, si vous êtes déjà pour vous un canal de trafic qui marche, il faut appuyer sur l'accélérateur sur les 3 piliers en même temps, là où il faut. D'accord. Alors, en tenant compte du coup de tout ce qu'on a abordé, est-ce que tu peux nous donner une idée du budget global à allouer pour une stratégie de référencement naturel? Oui, tout à fait. Alors, attends, admettons, on va dire j'ai un budget de 600 € par mois, j'ai un développeur maison et j'ai un site qui fait moins de 1000 URL. Alors, imaginez que vous avez 600 € par mois, donc ça fait un budget à l'année de 7200 €. C'est ça. Vous avez un site de moins de 1000 URL. Vous avez un audit technique donc de 2 jours, plus 1 jour de suivi, 3 jours. Ouais. Voilà. Donc, à 600 €, ça fait 1800 €. D'accord. Voilà. On a dit que vous avez un développeur maison, donc il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Non. Vous avez ensuite besoin de faire un audit auditorial. Vous avez choisi 2 univers sémantiques qui sont super importants pour vous. Voilà, donc on va prendre 2 jours. Ça va faire 1200 € supplémentaires. Donc là, on est à 3000 €. Vous avez ensuite déjà donc un potentiel de texte en fait qui sont pas optimisés, mais que vous devriez optimiser. Il y en a une dizaine, par exemple. Donc, vous allez dépenser 40 € par texte. Ça va faire 400 €. Ouais. Et puis, vous avez décidé, parce que vous n'avez rien du tout, vous avez dans votre liste d'opportunités 5 mots qui vous intéressent vraiment et sur lesquels vous n'avez aucun contenu. Donc, vous allez créer 5 textes de 800 mots. Ça va vous faire 5 fois 120 mots. 5 fois 120 €, ça va faire 600 €. Donc, au final, il va vous rester une enveloppe de backlinks de 3200 €. D'accord. Donc, c'est quand même assez confortable pour faire du backlinks. Finalement, c'est pas mal. Ça correspond à vos 10 textes, par exemple, sur lesquels vous avez commencé à construire du potentiel. Et éventuellement, même de renforcer quelque chose où vous auriez déjà un petit peu de visibilité. Ok, très bien. Et donc, pour terminer, on va faire un petit récapitulatif. Donc, pour bien maîtriser votre budget SEO et que vous évitiez surtout les dérapages coûteux, retenez bien quand même tous ces points qu'on a abordés et qui sont actionnables finalement immédiatement. Donc, pensez bien à tous les prestataires auxquels vous avez affaire, donc l'expert SEO, un développeur qui soit interne ou externe, le rédacteur de contenu et une plateforme de backlinks. N'oubliez pas que finalement, le SEO se construit pas à pas, comme disait Laurent, et d'année en année. Et d'année en année, il faut quand même tabler sur son potentiel et privilégier la qualité des contenus et des backlinks sur la quantité. Et surtout, faites attention à la transparence des agences qui peuvent marger et ont des intérêts à vous vendre en quantité plutôt qu'en qualité, comme le disait Laurent tout à l'heure. Voilà. On va peut-être passer aux questions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a quand même répondu un peu pendant le webinaire, là, mais si vous en avez d'autres, c'est le moment. Alors, il y a Sébastien Varlin qui a posé cette question. C'est quoi le budget à allouer pour un premier audit? On y a un peu aussi répondu, je pense, voilà, ça dépend de la taille du site. Dans l'exemple, mais oui, Sébastien, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, ou alors si vraiment vous avez des questions un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail qui est sur la presse. Merci, Cham. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Sébastien qui est en train de taper, du coup. D'accord. Pour être bien référencé. Pour être bien référencé comme Google, on est là pour ça. Après, il faut se demander sur quoi vous voulez être référencé. Donc, ça dépend de votre thématique. Si vous avez déjà du potentiel et tout ça, c'est ce que l'audit va commencer à dire. Voilà.
Il y a Amandine qui est en train de taper. Alors, LinkedIn Business, intéressant pour le SEO. Pas directement en fait. En fait, les liens des réseaux sociaux ne sont pas considérés comme des backlinks déjà, c'est la première chose, si ça répond un peu à la question. Intéressant pour le SEO, oui quand même, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça peut être un moyen d'entrée de Google sur votre site. Donc plus Google visite votre site, plus c'est intéressant. Ensuite, les réseaux sociaux, ça dépend sur quel sujet vous êtes, mais il y a des sujets que Google appelle YML, Your Money or Your Life, c'est pas moi qui l'invente. Ou même des sujets où il faut une certaine expertise, même si c'est pas que de la banque ou de l'assurance ou des choses comme ça. En fait, sur ces sujets-là, il faut montrer son expertise et les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle, effectivement. Oui. Stéphane Giraud, en moyenne, au bout de combien de temps une stratégie SEO porte-t-elle ses fruits? En fait, ça dépend vraiment de votre potentiel et ça dépend en fait vraiment de la compétitivité de votre sujet. Si vous êtes sur un sujet ultra compétitif et sur lequel vous n'avez aucun potentiel et que vous êtes tout neuf, ça dépendra aussi de la taille de votre site, parce qu'il faut voir en fait que d'une certaine manière Google vous donne de la popularité pour chaque page que vous avez. Si vous lancez tout de suite un site de 10 000 pages tout neuf, vous allez déjà avoir un potentiel de popularité. Et si vous lancez un site de 50 pages, ça va être beaucoup plus difficile. Par contre, si à l'inverse, vous avez déjà du potentiel, vous avez déjà bien travaillé, ça peut aller assez rapidement. Donc, Stéphane Giraud, si vous avez, par exemple, à nous soumettre un cas, on pourra éventuellement plancher. Il y a Amandine qui demande si c'est intéressant de référencer les images. Alors, jusque-là, c'est intéressant de référencer les images si vous vendez des vêtements, des choses comme ça. Ça l'est moins depuis quelques années parce qu'en fait, il y a plusieurs clics pour atteindre votre site. Les liens, en fait, entre le moteur d'image qui doit être utilisé environ... c'est le troisième moteur. Le deuxième moteur, c'est YouTube. Le troisième, c'est les moteurs d'image, je crois. Si votre produit n'est pas du tout un produit d'image ou si vos images ne sont pas des images de produits ou quoi que ce soit d'autre, une image de produit, ça pourrait très bien être une image de la Grèce, ou je ne sais pas si vous vendez des voyages en Grèce, mais quand même. Déjà, il y a cet aspect-là. Ensuite, les images ne rentrent pas dans la pertinence aujourd'hui, mais Google vient de lancer en fait un nouvel algo en fait de compréhension des intentions de recherche qui s'appelle MOOM, donc multimodal. Et multimodal, ça veut justement dire en fait que cet algorithme qu'on pourrait quasiment confondre avec un humain, mais qu'il ne faut quand même pas confondre avec un humain. Avant, il y en avait son petit frère qui s'appelait Bert, et lui, il ne s'occupait que des textes. Multimodal, ça veut dire que le nouveau MUM, en fait, il intègre aussi les images et bientôt les vidéos. En fait, ça veut dire que, s'il voit une vidéo de Rob, il va comprendre Rob. C'est comme si vous aviez écrit Rob. Voilà. Donc, demain, il n'est pas impossible de penser que les images rentrent dans la pertinence des pages. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit encore le cas, mais bientôt. Voilà. Alors, Aline est en train de taper, donc ce sera la dernière question. Après, on ira tous en pause déjeuner. Moi, je peux durer longtemps. Oui, mais les gens, ils ont peut-être faim aussi, Laurent. Oui, quand c'est pas l'heure. Alors, Aline nous demande, y a-t-il un intérêt à faire des backlinks avec un site qui ne parle pas que de notre sujet? Alors, tu veux peut-être dire à Aline, depuis un site qui ne parle pas que de notre sujet, il y a moins d'intérêt. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va calculer la force qui est calculée. Tout au début du web, en fait, cette force, c'était pas important que le site soit dans la thématique ou pas. Aujourd'hui, ça l'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, cette thématique, la force qui est passée à votre site, elle est en proportion du rapprochement du sujet. Je ne sais pas si c'est clair. Si par exemple le sujet parle à moitié, si le site que vous dites, il parle à moitié, c'est un sujet qui est proche, ça parle un petit peu quand même. Et donc du coup, ça va passer un petit peu. Donc si vous aviez beaucoup de force au départ, vous preniez un petit peu de beaucoup, c'est déjà pas mal. Mais si vous n'aviez aucune force, vous prenez un petit peu de rien, ça c'est nul. Voilà. Un autre truc qui est intéressant, c'est de demander. Alors, si on fait pas si vous demandez de faire un backlink, mais vous maîtrisez l'article, c'est déjà pas mal parce que votre article il parle de votre sujet.
Donc, déjà, la question, elle se pose moins. Ou si vous prenez sur une page existante, vous demandez d'ajouter un paragraphe, par exemple. Voilà, ça dépend aussi combien ça vous coûte. Parce que si ça ne vous coûte rien, vous pouvez essayer. Même si ça n'a pas de résultat, tant pis, ça ne vous a rien coûté. C'est bon? Bon, en tout cas, c'est en train de taper. Mais sinon, effectivement, contactez-nous par mail pour plus. Oui, on peut répondre à toutes ces questions. Voilà. Alors, nous, on peut répondre en fait sur tous les piliers. On a une capacité à faire du SEO, une stratégie complète sur tous les piliers. Voilà. Aline nous répond que c'est un partenariat, en fait, le backlinks. C'est une bonne idée. Même si c'est un échange aujourd'hui, je peux le recommander, oui. Et il y a Stéphane qui nous pose la question, on parle parfois de backlinks toxiques. De quoi s'agit-il? Alors, toxique, c'était un peu au temps où le pingouin était très méchant. Aujourd'hui, en fait, il y a une différence. Ça dépend quelle est la punition du pingouin. Est-ce que la punition du pingouin, c'est de dégrader toutes les positions de votre site, hein, et là, c'est la catastrophe pour vous, et c'est ce que Google appelle demote, voilà. Et en fait, même les pages qui ne reçoivent pas les backlinks toxiques, elles sont dégradées aussi. Ou est-ce que le pingouin, il va en fait répondre en faisant simplement que le backlink soi-disant toxique ou de mauvaise qualité qui pointe vers vous, il va juste pas compter. Et en fait, il est dévalué. C'est ce que Google appelle devalue. Alors, depuis que, en fait, ça fait 2-3 ans que Pingouin, en fait, est associé à l'algorithme principal, c'est-à-dire qu'il passe à chaque fois que l'algorithme passe sur votre site, Google utilise devalue et non pas demote. Ceci dit, si on faisait du négative SEO, ce qu'on voit très, très rarement, mais qui pourrait arriver, ceci dit, par exemple, si on vous envoie plein de backlinks pourris ou qu'on fait un site miroir de votre site et puis que derrière ça, on met des mots à caractère sexuel et des choses dans ce genre-là, ça peut faire du demote. Mais c'est franchement, c'est même pas la peine. Je sais même pas pourquoi je l'ai dit parce que ça n'arrive quasiment jamais. Voilà. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter. On va pouvoir vous laisser. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. Merci pour vos questions. Merci à tous. Oui, et surtout, voilà, si vous avez d'autres questions, voilà, vous voulez faire des pré-audits, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Alors, oui, voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter derrière. Nous, on se fera un plaisir de répondre à vos questions, voire plus si vous voulez, si affinité. Voilà. Si j'ose dire. Business. Voilà, c'est ça. Bonne journée à tous et bon appétit. Et Merci. on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir.